Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Et je le disais ce matin, en regardant ce qui se passe en Israël, mais aussi et en particulier ce matin en Europe et dans deux villes qui vous sont chères, puisque ce sont des villes où vous avez servi l'État d'Israël en tant qu'ambassadeur, Paris et Rome, deux pays, la France et l'Italie, qui sont durement touchés par l'épidémie du coronavirus. Je voudrais avoir tout d'abord votre sentiment personnel. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, Avi Pazner, qui avez servi l'État d'Israël dans ces villes, dans ces pays, face à ce développement de l'épidémie? Eh bien, je dois dire que j'ai le cœur serré depuis quelques jours par ce qui se passe en Italie, en France. Je dois dire, en Italie, la situation est pire qu'en France, beaucoup pire qu'en France, mais en France aussi, elle n'est pas bonne. Et j'ai énormément d'amis, nous avons énormément d'amis là-bas. Et nous passons nos journées à téléphoner à nos amis, à prendre de leurs nouvelles. Grâce à Dieu, tout va bien chez nous personnellement, chez nos amis et chez notre famille. Mais c'est quand même triste, lamentable de voir deux grands pays, et ce sont deux grands pays, être tellement impuissants face à ce virus. Et encore une fois, je parle surtout de l'Italie. Et les gens ne comprennent pas, mes amis en Italie ne comprennent pas comment ça se fait que... allô? Oui, nous vous entendons. Comment ça se fait qu'il y a chaque jour des centaines et des centaines de morts, spécialement dans le nord de l'Italie. Bon, évidemment, les mesures qu'ils ont prises, qui sont aujourd'hui très strictes, ont été prises avec 2 semaines de retard. Et c'est là, justement, c'est une course contre le temps. Et d'un côté, je comprends bien que nous, en Israël, nous avons eu l'avantage immédiatement de fermer nos frontières. C'est aussi plus facile pour nous, parce que nous sommes un pays plus isolé que l'Italie ou la France. Mais je dois dire que... Est-ce que vous pensez que c'est une différence de mentalité également, que l'on est plus insouciant, on va dire, en Europe que l'on l'est en Israël, où on est habitué à des crises? Je ne vais pas dire insouciant, mais oui, une vraie autre mentalité que nous avons en Israël. En Israël, nous sommes, ça je le dis malheureusement, un pays fermé. C'est vrai que nous avons des frontières ouvertes avec la Jordanie, avec l'Égypte, mais il y a très peu de gens qui passent. Et les points d'entrée en Israël ne sont que les aéroports, et spécialement le grand aéroport de Ben Gurion. Et tandis qu'en Europe, spécialement depuis Schengen, l'Europe est ouverte. Et je crois, et c'est ça la mentalité. La mentalité était comment pouvons-nous fermer l'Europe? Et pendant 1 semaine ou 2 semaines, alors qu'il aurait fallu immédiatement aux premières nouvelles de l'épidémie, immédiatement, comme première mesure impérative, fermer les frontières, eh bien, on ne les a pas fermées. Et pas seulement les frontières. En Italie, quand on a eu cette vague d'épidémie dans le nord de l'Italie, il aurait fallu fermer le nord de l'Italie même, ça aurait été possible, parce que l'épidémie était centrée autour de Milan, dans un rayon pas trop grand autour de Milan. On aurait dû immédiatement fermer cette zone. Elle n'a pas été fermée, mais ce qui est peut-être pire, c'est que les pays limitrophes de l'Italie, la France, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, eux non plus n'ont pas fermé leurs frontières parce que c'est contraire à l'objectif politique de l'Europe, de faire une Europe unie. Mais là, il fallait changer, comme on dit en hébreu, il fallait changer de disquette, il fallait penser autrement. Et ça a pris 2 semaines. 2 semaines. Et c'est un temps extrêmement long et pour une épidémie comme celle-là qui se propage avec férocité. Et c'est là qu'on a perdu beaucoup de temps. Et les résultats, vous les voyez aujourd'hui dans les autres pays européens. Regardez l'Espagne aussi. L'Espagne aussi ne s'est pas fermée au monde extérieur et elle souffre presque comme l'Italie.
c'est un très grand drame humain, un très grand drame humain. Encore une fois, heureusement, je dis que parmi nos connaissances, spécialement dans les communautés juives, il y a relativement peu de victimes, personne que nous connaissons personnellement, mais le drame est énorme. Mm-hmm. Alors, Avi, je voudrais essayer de revenir un peu à ce qui se passe ici, en particulier en Israël. C'est un peu le propre de chaque crise en Israël. Toujours, elle commence en général dans une forme de consensus, et puis au fur et à mesure que la crise se prolonge, eh bien, les critiques commencent à surgir. Et on les voit aussi en consultant la presse israélienne. On le verra tout à l'heure dans la revue de la presse. Il y a de plus en plus de critiques sur le comportement du ministère de la Santé, des rivalités entre le ministère de la Santé et le ministère de la Défense. Est-ce que vous avez le sentiment que cette crise est bien gérée par cet actuel gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui est, il faut le rappeler, toujours un gouvernement de transition? Moi, je trouve que la crise est bien gérée, spécialement par Netanyahou lui-même. Il a vraiment pris le taureau, on pourrait dire qu'il a pris le corona par les cornes. Oui. Oui. Et moi, je trouve ça bien géré. Évidemment, il y a des insuffisances. C'est évident que le ministère de la Santé, il y a des insuffisances. On n'a pas assez de tests, on n'a pas assez de matériel pour protéger nos médecins. Il y a des insuffisances. C'est là peut-être que on pourrait critiquer ce qui a été fait dans le passé, c'est-à-dire que pas assez de budget n'ont été alloués au ministère de la Santé, qui était considéré un peu comme un parent pauvre du ministère de la Défense ou même du ministère de l'Éducation, où sont allés les grands budgets. Ça, c'est une erreur évidente. Une autre erreur évidente que peut-être on aurait dû mettre un ministre professionnel à la tête du ministère de la Santé, quelqu'un qui comprend la santé. Non, il y a eu beaucoup d'erreurs dans le passé face à ce ministère. Mais je dois dire que depuis que la crise a éclaté, moi, je crois que la conduite du gouvernement, même s'il est de transition, et du Premier ministre, même si, encore une fois, Netanyahou est maintenant un Premier ministre de transition, je crois, a été exemplaire dans le monde entier. On a pris des mesures très strictes et très énergétiques immédiatement. La fermeture des frontières a été faite dans l'espace ça a été fait pas en une fois, dans l'espace de quelques jours. Maintenant, il y a une fermeture hermétique qui, je crois, n'existe dans aucun autre pays. Aussi, ce qui a été fait en Israël même, c'est-à-dire ce qui ne nous fait pas, nous, citoyens d'Israël, l'isolement, le confinement plutôt, le confinement dans nos maisons. Alors, je sais bien qu'il y a eu, quand il y a un peu de beau temps, les gens sortent un peu, mais j'ai pas vu des foules qui sortaient. Même pas hier, on a vu des images dans les journaux et dans les journaux télévisés hier soir de centaines, peut-être même plus d'Israéliens qui se promenaient, qui profitaient de faire un jogging pour se rassembler d'une manière ou d'une autre. On a un peu de mal à discipliner ces Israéliens parfois. Écoutez, moi j'ai bien regardé ces images et j'ai vu que les gens généralement se comportaient exactement comme on leur dit de se comporter. C'est-à-dire, vous faites du jogging, ne le faites pas à plus de 2. Et j'ai spécialement regardé. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines zones, par exemple le long de la mer, où il y avait beaucoup de jogging qui essayaient d'être éloignés les uns des autres. Mais c'est difficile. Alors, il faudrait peut-être faire une restriction de zone aussi. C'est-à-dire, vous pouvez faire du jogging dans des zones isolées et peut-être hors de la ville. On peut trouver une solution à cela. Mais moi, non, au contraire, j'ai trouvé les Israéliens, en tout cas à Tel Aviv, c'est là où j'habite, assez disciplinés et qui faisaient exactement ce qu'on leur a dit de dire. Ne sortez pas que pour faire des achats. J'ai vu les supermarchés. Ils étaient relativement, je parle de vendredi évidemment,
ils étaient relativement vides. Il n'y avait pas de queue, il n'y avait pas de panique. Non, moi je trouve que les Israéliens se sont bien comportés et peut-être qu'il y a des malentendus, c'est-à-dire que évidemment, si tout le monde va faire son jogging sur la Taïel, sur le bord de la mer de Tel Aviv, alors évidemment qu'il y aura beaucoup de monde. Alors on peut dire, par exemple, sur la Taïel, imposer un nombre maximum, je ne sais pas, de 300, 400 personnes, pas plus que ça, sur tout le bord de mer, ou sur le parc à Yarkon, dire pas plus que 200 personnes à la fois dans le parc à Yarkon, comme on dit, pas plus que 4 personnes dans un supermarché. On peut faire des restrictions qui permettent encore aux Israéliens de s'aérer, parce que c'est extrêmement important, Daniel, c'est extrêmement important. On ne peut pas laisser les gens 24 heures complètement confinés dans leur maison. Vous savez, même dans les prisons, on donne aux prisonniers le droit d'une heure d'aller se prendre l'air dans la cour. C'est très important de trouver la formule comment laisser les Israéliens quand même pendant 3/4 d'heure, 1 heure, mettre leur nez dehors d'une façon qui ne les mettent pas en danger. Alors je voudrais un mot de votre part, avis sur également les expressions de solidarité auxquelles on assiste depuis le début de la crise, et on voit que plus la crise s'amplifie, bien plus cette solidarité elle est de plus en plus présente, omniprésente dans la réalité israélienne. Quel regard vous portez sur cette arvoud, comme on dit en hébreu, sur cette solidarité nationale qui existe dans la société israélienne en ces temps de crise? Oui, et nous sommes habitués à ce phénomène, Daniel. Dans toutes les guerres, vous avez ce phénomène. Dans toutes les crises en Israël, vous avez ce phénomène que dans les crises, les gens se mettent ensemble. C'est un mouvement qui est devenu chez nous, je dis malheureusement, presque instinctif, puisque nous avons eu beaucoup de... C'est arrivé pendant les guerres que nous avons eues, pendant les grandes épreuves que nous avons eues. Par exemple, moi, j'étais très touché qu'Israël envoie 4 ou 5 avions prendre 1 millier de jeunes touristes qui étaient au Pérou, qui n'avaient pas le moyen de sortir. Je ne crois pas qu'un autre pays a fait une chose pareille. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, Daniel, il y a encore des milliers et des milliers de jeunes qui sont en Amérique latine, qui sont en Asie, qui sont en Australie, qui sont en Nouvelle-Zélande. Il faut les rapatrier. Il faut les ramener ici. On ne peut pas les laisser comme ça. Surtout, par exemple, dans un pays comme l'Inde. Je ne sais pas quelles sont les conditions hygiéniques aux Indes, ou bien dans un pays comme la Colombie. Il faut les rapatrier. C'est peut-être même l'État qui devrait le faire, parce que les prix ils ne peuvent pas se permettre. Vous parlez de solidarité. Voilà un moyen d'exprimer notre solidarité avec notre nouvelle génération et aussi leur donner une leçon par cela. Ça donne à eux aussi une leçon. Je crois que c'est très important. Vous avez touché là un problème extrêmement important et je crois que l'État ici devrait donner l'exemple. Alors, Avi, une dernière question. Vous êtes un des sages, on va dire, de l'État d'Israël, au moins dans la communauté francophone. Vous avez une longue expérience de vie au sommet de l'État, dans l'environnement de personnalités qui ont conduit l'État d'Israël dans des périodes également de crise, puisque eh bien, vous étiez, on va dire, proche d'Yitzhak Shamir au moment de la guerre du Golfe, dont la situation aujourd'hui rappelle souvent à beaucoup d'Israéliens qui étaient ici en Israël en 91 cette situation de crise de la guerre du Golfe. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a déjà vécu quelque chose comme cela? Est-ce que l'État d'Israël, il y aura un avant-Corona, après-Corona? Comment vous mesurez ce qui est en train de nous arriver? Oui, ça ressemble, la situation ressemble beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à une situation comme nous avons eu, par exemple, durant la guerre du Golfe, ou bien moi, je peux, comme vous dites, je suis là depuis longtemps, donc je peux m'imaginer d'autres situations comme celle de Yom Kippour, qui était beaucoup plus tragique que celle que nous avons aujourd'hui, comme la guerre des 6 jours. Enfin oui, nous avons eu en Israël des épreuves qui nous ont amenés ensemble. À ce propos, si je me permettrais de vous dire un mot politique, je ne comprends pas comment ça se fait que l'on perd tellement de temps pour former un gouvernement d'union nationale.
Israël a besoin en ce moment d'un gouvernement d'union nationale. Je crois que, je parle pour tous les Israéliens qui en ont assez du jeu politique, qui ne veulent pas aller une 4e fois aux urnes, et qui voient que il n'y a pas d'autre possibilité en Israël. Il n'y a pas qu'un gouvernement d'union nationale. Et je veux demander à nos hommes politiques de faire plus et plus vite pour former un gouvernement, pour donner au peuple d'Israël un gouvernement d'union nationale. Si la Corona aura créé ce gouvernement d'union nationale, eh bien, nous aurions au moins quelque chose de positif qui sortirait de toute cette crise, parce que ce n'est pas seulement de la crise qu'il faut s'occuper. Il faut s'occuper de l'économie. Regardez par exemple les autres pays. Regardez la France, vous avez mentionné d'autres pays. Regardez les mesures économiques extrêmes que la France a prises. Regardez l'assistance de la France aux salariés, aux indépendants. Vous ne l'avez pas en Israël. Pourquoi vous ne l'avez pas en Israël? Parce que vous avez un gouvernement de transition qui n'a pas les moyens de faire cela. Donc, voilà, je dis, si nous devons tirer une leçon de cette corona, c'est œuvrer très vite sur le plan politique, créer un gouvernement d'union nationale et aller de l'avant. Eh bien, merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir été avec nous. Je crois que le message est bien passé. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur les ondes de Studio Kalita. Et bonne continuation, bonne santé. Et merci. À bientôt. Et à bientôt. À merci. Bientôt.